Engager des transformations rapides et sans précédent pour lutter contre le réchauffement climatique, le cri d'alarme du groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat, seconde partie de ce numéro de votre émission Planète Idéale avec deux invités, Roland Aziaka, Credo Aisé. Alors Credo, qu'est-ce qu'il faut faire maintenant? Est-ce qu'il faut plutôt inciter encore les États à prendre de nouveaux engagements plus ambitieux que ceux qu'on a eus à la veille de la COP 21 et ça d'ici 2020? Non, il ne faut pas encore prendre d'engagement. On les a déjà pris, ces engagements-là, qui sont contenus dans nos contributions. Je pense que, en fait, dans l'accord de Paris, il est prévu la révision des CDN. Donc, je crois que pour vraiment joindre la parole à l'acte, il faut vraiment que nous réduisions ou bien nous augmentons nos ambitions de réduction. Je l'avais dit que le compte, lorsqu'on a fait le compte des CDN, on est sur la trajectoire de 3 à 4 degrés. Donc il faut vraiment que nous augmentions nos ambitions, surtout les pays qui sont des pays pollueurs. Vraiment, nous les exhortons. Parce que le Togo, combien ça fait, c'est 0,03% des émissions mondiales. L'Afrique, c'est 5-7%. Et vous prenez les États-Unis qui font le tiers, 23%, la Chine qui va jusqu'à 30%. C'est énorme. Donc vraiment, il faut que ces pays-là revoient leurs ambitions de réduction. Les technologies sont là, c'est pas que les technologies ne sont pas là. Il faut vraiment une question de volonté. C'est la volonté qui peut faire changer les choses. Il faut que la volonté soit réelle, Roland. Est-ce que les CDN, Credo l'a dit, ne sont pas à reprendre, il faut plutôt revoir à la hausse les ambitions. Alors, est-ce que cette volonté, elle manque? Voilà, justement, je crois que c'est là, vous venez de toucher du doigt le nœud du problème. Est-ce que cette volonté est là? C'est la grande question que nous devons nous poser. Moi, je ne pense pas que cette volonté est là. Nous n'avons pas cette volonté d'avancer sur les questions de changement climatique parce qu'il y a trop d'intérêts en jeu. Et vous voyez, États-Unis, qui... Deuxième plus gros pollueur au monde. Même avec la Chine. Lors des négociations, vous voyez comment ils viennent en nombre pour défendre leurs intérêts. Les Européens, les pays européens. Malgré que Emmanuel Macron fait l'effort avec l'initiative de One Planet Summit pour mobiliser le financement, parce qu'il faut le financement climat, mais comment arriver à mobiliser les fonds pour faire face? Le Togo, Credo l'a dit, notre CDN, c'est 0, quelque chose pour cent. Nous ne polluons même pas. L'Afrique, mais nous subissons. Maintenant, c'est comment amener les populations à être résilientes et surtout faire l'adaptation. Faire atténuation au gaz à émission de serre, ça revient à nos gros pollueurs. Et maintenant, il y a ce principe qui n'aime pas du tout du protocole de Kyoto. La responsabilité commune différenciée. Ce principe fâche. Mais il faut. Parce que l'Afrique, les pays en développement, les États insulaires, nous avons besoin d'être protégés, nous avons besoin de faire face aux effets des changements climatiques, nous avons besoin de financement. Mais là, je dis, la volonté manque. Nous n'avons pas suffisamment de volonté pour faire avancer cette question de changement climatique. Alors, en dressant ce tableau concrètement, quels sont les impacts d'un réchauffement climatique supérieur à 1,5 degré Celsius? Ça, et les experts l'ont dit, hein, est-ce qu'il y aura encore de vie sur Terre? Là, monsieur Credo, est-ce qu'il y aura encore de vie sur Terre? Un réchauffement climatique supérieur à 1,5 degré Celsius, c'est le drame total? Oui, c'est le drame, parce que 2 degrés, d'ici 2100, vous aurez l'augmentation de la mer, du niveau de la mer de 86 cm à 1 mètre. Et le rapport aussi a spécifié quelque chose. Le rapport disait que les glaces que nous avons au niveau de l'Arctique, souvent en été, ces glaces peuvent fondre. Mais il a été dit que si nous restons à bas de 1,5 degré, ces glaces-là peuvent fondre
une fois par siècle, dans tous les 100 ans. Mais si nous dépassons, et nous allons à 2 degrés, c'est une fois tous les 10 ans. Donc, lorsqu'on dit que ces glaciers-là, ou bien les glaciers au niveau de l'Arctique, lorsqu'ils fondent, c'est que nous aurons l'augmentation du niveau de la mer. Qui dit augmentation du niveau de la mer va dire réduction des surfaces émergées. Réduction des surfaces émergées, alors que la population mondiale est en train d'augmenter. Oui. Où est-ce qu'on va rester? La grande interrogation, où est-ce qu'on va rester avec un réchauffement climatique? Je vais citer un expert de GIEC qui s'appelle Valérie Masson-Delmotte et qui dit on ne demande pas de réponse simple parce que aller au-delà de 1,5 degré, c'est là la grande question. Comment stabiliser? Maintenant, il dit, alors que 2017 a vu déjà les émissions de gaz à effet de serre élevées, 2017, le rapport nous a dit ça. Maintenant, regarder plus de 1,5 degré Celsius, c'est regarder ce qui va nous arriver dans notre vie, pas à la génération suivante. D'où la nécessité de faire beaucoup plus d'efforts parce qu'il n'y a pas de planète B, comme aimait bien le dire l'ancien secrétaire général de l'ONU, Ban Ki-moon. Alors, credo, limiter le réchauffement à 1,5 degré Celsius implique de réduire les émissions mondiales de gaz à effet de serre, vous l'avez dit, mais quitte de la transition énergétique, on a l'impression. Sinon, c'est un constat, ça piétine. Oui, ça piétine parce qu'il y a des intérêts derrière, c'est tout simplement ça. Oui, vous dites un peu, par exemple, les pays de l'OPEP de ne plus produire du pétrole, qui est vraiment le moteur de l'économie mondiale. Voilà, de l'économie mondiale, vous leur dites donc ne produisez plus du pétrole, mais ça veut dire que c'est leur économie qui va prendre vraiment un coup, ça va chuter tout ça. Donc il y a tout ce lobby-là derrière, d'intérêt derrière, il y a tout ça là qui fait que vraiment c'est un peu difficile de pouvoir dire d'arrêter de produire le pétrole, tout ça, qui sont des énergies fossiles comme on l'appelle, et le charbon, tout ça. Mais il se fait aussi que ces énergies fossiles-là ont une durée de vie limitée. Le pétrole, par exemple, a une durée de vie limitée, le gaz de schiste, tout ça, le charbon, ils ont tous des durées de vie limitées. Maintenant, après ça, est-ce que c'est après ça que nous allons revenir maintenant aux énergies renouvelables? Pour chercher des alternatives. Voilà, des alternatives. Alors que lorsque, dans les prochaines 40-50 ans, lorsqu'on sera encore sur cette trajectoire d'utilisation des énergies fossiles, c'est vrai que la planète va prendre un coup. Maintenant, lorsqu'on va revenir en arrière, bon, nous allons juste subir les conséquences. Voilà. On va subir les conséquences de la transition énergétique, c'est plutôt un leurre? Non, je dirais pas que c'est plutôt un leurre. C'est faisable, c'est possible si nous avons la volonté. Et d'ailleurs, il y a des actions déjà qui se font. Qu'est-ce qui suscite votre satisfaction, vous? Je ne suis pas satisfaite, mais j'encourage le peu d'efforts qui se font. Et j'interpelle à aller au-delà, et bien à continuer à faire plus que les efforts qui se font déjà. Depuis que cette transition énergétique, ces questions se posent, il y a eu des inventions, il y a des pays qui se battent. Aujourd'hui, nous avons des panneaux solaires. Dans le temps, nous n'avons même pas pensé à ça, mais aujourd'hui, nous avons des modules, bien des prototypes. C'est parce que c'est possible. Alors l'Afrique est le continent le plus ensoleillé au monde, mais malheureusement l'Afrique est très peu éclairée. Vous parlez de panneaux solaires, est-ce qu'ils sont suffisants pour qu'on arrête d'utiliser encore l'énergie? Non, ce n'est pas suffisant. Nous devons faire plus d'efforts pour que ça soit vraiment suffisant. Moi, c'est mon souhait. Et l'Afrique, on a le soleil. Et Solar Energy, comme on avait vu ce sommet en Inde récemment, et l'Alliance solaire. Et l'Afrique, si nous-mêmes, nous sommes 55 États, si les 55 États au sein de l'Union africaine et toutes ces plateformes sous-régionales se mettent ensemble proprement et définissent concrètement les règles, avec une volonté politique derrière, nous allons faire beaucoup.
Nous allons faire beaucoup. Nous devons être indépendants parce que le soleil, c'est pour nous. Nous pouvons faire beaucoup de choses, mais il faut la volonté politique d'abord et il faut maintenant les actions comme cela se doit. Je vais donner un exemple. Oui, allez-y. Par exemple, si vous prenez en matière d'énergie renouvelable, il y a par exemple le Costa Rica et l'Allemagne qui ont déjà fonctionné sur les énergies solaires toute une journée. Le pays a fait un test, ces pays ont fait des tests et ça a marché. Ça veut dire que c'est possible. Si des pays l'ont fait, ça veut dire que c'est possible que nous pouvons le faire. Un pays comme le Maroc, le royaume, oui. Le royaume marocain se présente comme un modèle sur le continent avec sa centrale de Ouarzazate dans le désert du Sahara. Oui. Est-ce qu'il peut y avoir des expériences comme ça sur le continent? Justement, j'ai eu la chance de faire un peu le Maroc et j'ai eu la chance de visiter ces centrales. Vous savez, le Maroc a même une université des énergies renouvelables à Oujda. J'ai eu la chance de visiter cette université qui est, et ils disent, la première même en Afrique. Et les gens aujourd'hui, ils vont, vous y arrivez, vous allez voir des expérimentations dans cette université à Oujda. Ce qui veut dire que c'est possible si nous-mêmes nous avons la volonté. C'est ce que je dis, je mets l'accent sur la volonté. Si nous avons la volonté, nous allons arriver. Il faut la volonté. Credo, la communauté internationale se prépare pour la COP 24. Comment ce rapport du GIEC va-t-il résonner à Katowice? Oui, c'est du 2 au 14 décembre. Et ce sera, comme vous l'avez dit, à Katowice, en Pologne. Vraiment, ce rapport va vraiment... Nous qui sommes dans le domaine, qui sommes activistes, vraiment, nous allons nous baser sur ce rapport-là pour faire bouger les lignes. Ça, c'est sûr, parce que on ne va pas tout le temps être là-bas, dire non, nous sommes en train de penser sur la mise en œuvre de l'accord de Paris. Depuis là, l'accord de Paris qui a été ratifié et entré en vigueur depuis le 4 novembre 2016. Depuis là, on est en train de dire non, nous sommes en train de penser sur comment mettre en œuvre. Non, il faut que ça cesse. Oui, justement, depuis 2015, les COP se suivent et se ressemblent. Oui. Et toujours la préparation à l'action. Voilà, c'est ça, toujours la préparation à l'action, les questions du mécanisme de financement, tout ça là, vraiment. C'est comme si nous sommes en train de tourner en rond, mais on connaît la solution, on connaît le problème, on connaît la solution. Si on dit 1 plus X égale 2, comment trouver X? On sait comment ça se fait. Mais nous, on ne veut pas, on tourne toujours en action, surtout ceux qui font le lobbying, ou bien ceux qui ont des intérêts derrière ne veulent pas que les choses changent. Mais nous, en tant qu'acteurs de la société, c'est sûr que ce rapport-là, nous allons vraiment l'utiliser pour pouvoir faire bouger les lignes durant cette COP-là. Roland, vers une COP de plus en Pologne? Oui. Donc ça veut dire qu'on est toujours dans la préparation à l'action. On est dans la préparation parce que, oui, moi je sais qu'il y a des efforts qui se font. Avec ce rapport qui vient de tomber à point nommé, ça va être quelque chose qui va être vraiment utilisé par la société civile pour faire le plaidoyer au niveau, lors de cette COP. Cette COP, vous savez, ils ont dit la COP de tous les enjeux, c'était la COP 24 et la COP 21. Je crois que la COP 24 doit être une COP de tous les enjeux. Parce qu'il faut qu'on arrête de dire qu'on est entré encore dans la préparation de l'action. Il faut commencer l'action. Quand on va commencer l'action? C'est là la grande question. Et je crois que c'est là même la société civile a son plein rôle à jouer, à tirer la sonnette d'alarme pour que ces décideurs, les négociateurs dans la salle prennent conscience parce que ce rapport de GIEC va faire bouger les lignes. Alors comment, face à cette urgence climatique, la société civile va-t-elle se comporter en Pologne au cours de cette COP 24? Oui, ça c'est une très belle question. Comment la société civile va-t-elle se comporter? Il faut une synergie d'action. Si je suis avec mon frère JVE, si nous arrivons à avoir, par exemple, la société civile togolaise, il va avec une seule voix, et il y a les autres qui vont arriver, on a une action commune, ça va faire bouger les lignes. Et ça a été expérimenté en 2015 lors de la COP 21. Et on a eu la signature, l'adoption de l'accord de Paris. Je crois que nous devons être dans cette même mobilisation.
nous ne devons pas baisser garde parce que déjà après la COP 21, la COP 22, ça a baissé la mobilisation surtout au niveau de la société civile. COP 23, c'était pas ça. COP 24, voilà. Moi, je crois que nous devons garder le cap, ce qu'on a commencé depuis 2015. Nous devons commencer et faire en sorte que l'accord de Paris soit vraiment ce document contraignant que nous voulons. Et si nous voulons que ça soit vraiment contraignant, il faut des actions derrière. Alors, Credo, la question du financement a toujours fait débat lors de ces discussions au niveau des COP. Est-ce que cette année, il va encore avoir ces discussions sur le financement? L'Afrique, oui, nous voulons de l'argent pour l'adaptation. L'Afrique va-t-elle aller pour parler d'une seule et même voix? C'est sûr, il y aura toujours cette question de financement. Déjà l'année passée, lorsqu'on était à la COP 23, on se tiraillait sur certains points. Le Fonds vert pour le climat. On avait nos CDN qui doivent être financés. Bon, on dit, selon les États, les pays développés, non, que c'est le Fonds vert pour le climat qui doit financer ça. Bon, on dit, bon, il y a ça quand même, mais qu'il y a d'autres fonds, comme le fonds d'adaptation. Mais les autres disent, non, le fonds d'adaptation ne peut pas venir financer les CDN. Donc on a eu ce tiraillement. Déjà qu'on n'arrive pas à mobiliser les 100 milliards de dollars qu'on avait dit par an pour pouvoir renflouer les caisses du fonds vert pour financer les actions d'adaptation. Les 100 milliards promis depuis Copenhague. Voilà, mais une dernière étude a montré qu'on n'a même pas plus besoin de 100 milliards, mais plus de 500 milliards. Avec le nouveau rapport. Voilà, et déjà que l'argent rentre à compte-gouttes. Bon, c'est sûr que cette question-là va faire débat. Et aussi, comment financer, comme je l'ai dit, voilà, les mécanismes de financement. Est-ce qu'on va prélever les taxes sur, par exemple, les avions ou bien sur les maisons, tout ça, comment est-ce qu'on doit renflouer ces caisses-là? Vraiment, ça va faire débat. Et nous, en Afrique, bon, nous, on n'est pas trop dans l'atténuation, parce que nous, on ne met pas trop de gaz à effet de serre pour pouvoir réduire, mais nous sommes plus dans l'adaptation. Dans l'adaptation. Voilà. Alors, Roland, comment trouver l'argent lorsque l'Amérique de Donald Trump est climato-sceptique? Je parle de l'Amérique sous Donald Trump, oui, est climato-sceptique, alors que cette Amérique est gros contributeur, gros contributrice dans ce fonds vert. Oui, justement, et c'est justement pour trouver une solution à ça. C'est pourquoi que c'est d'ailleurs pourquoi Emmanuel Macron et la France qui se dit toujours oui, championne de l'accord de Paris, ne veut pas que l'accord de Paris se noie dans cette décision de Donald Trump à initier One Planet Summit. On a vu One Planet Summit l'année dernière, on a vu la deuxième édition cette année à New York. Et il y a des démarches derrière pour mobiliser d'autres sources de financement pour justement compenser et arriver à mobiliser. C'est difficile. C'est un processus vraiment difficile parce que pour financer le climat, oui, il faut impliquer tous les acteurs, c'est-à-dire le secteur privé, public et tout. Et c'est là il a fait des lobbies auprès des grandes sociétés. On l'a compris, c'est un processus inclusif. Qui voilà, met en avant tous les acteurs. Merci Roland Daziaka d'être passé sur ce plateau. Merci. Vous êtes directrice d'Éco-Conscience TV, représentante région Afrique du panel de la société civile à la Convention des Nations Unies sur la lutte contre la désertification. Merci à vous, Credo Eze, chargé du programme Climat et Énergie à JVE, Jeunes Volontaires pour l'Environnement. Merci à vous qui êtes restés à notre compagnie. À très vite pour un nouveau numéro de votre émission Planète Idéale.